On se retrouve aujourd'hui pour parler des troubles du sommeil. On va voir ensemble pourquoi est-ce que l'on dort mal, mais surtout comment on peut faire pour améliorer la qualité de son sommeil. D'abord, si vous ne me connaissez pas, je suis Shirley, psychonutritionniste. Je développe sur cette chaîne des thématiques autour de la santé psychique, de la nutrition ou du microbiote. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Pour commencer, quelles sont les recommandations en termes d'heures de sommeil? Vous voyez sur ce petit schéma que finalement nos besoins de sommeil au cours de la vie vont évoluer. Au plus on est jeune et tout neuf, au plus on a besoin de dormir beaucoup. Et au plus on approche d'un âge avancé, au moins on a besoin de sommeil. À l'âge adulte, on est d'accord pour dire que l'on a besoin entre 7 et 9 heures de sommeil en fonction des individus. Ça, c'est la théorie. En pratique, on ne dort en moyenne que 6h40 par nuit à l'âge adulte. Nous avons perdu en un siècle 1h30 de sommeil par nuit. C'est gigantesque. Il faut savoir que 40% des Européens souffrent de troubles du sommeil, dont 70% d'entre eux sont des actifs, c'est-à-dire des gens qui travaillent. Ça n'empêche pas par ailleurs d'avoir des troubles du sommeil à d'autres moments de la vie. Il existe 3 types de sommeil. Le premier d'entre eux, c'est celui dont on vient de parler. Et c'est celui qui est recommandé par l'OMS notamment, c'est celui que l'on appelle le sommeil monophasique en une seule phase. Donc dormir 7, 8 ou 9 heures dans la nuit sans se réveiller. C'est le sommeil après lequel on court parce que l'on nous a toujours appris que c'était le sommeil dont nous avions besoin. On va voir que ça n'est pas forcément juste. Le deuxième type de sommeil, c'est le sommeil biphasique. Comme son nom l'indique, il comporte 2 phases. Et c'est celui-ci qu'a utilisé l'humanité jusqu'à il y a très peu de temps. Finalement, l'utilisation du sommeil monophasique est très récente, elle date de l'ère industrielle. Pourquoi est-ce que cela a changé? Auparavant, comme il n'y avait pas d'électricité, nous nous couchions avec le soleil, aux environs de 20h, 20h30. Il y avait une première phase de sommeil jusqu'à peut-être minuit ou 1h, puis une phase d'éveil de plusieurs heures, et enfin, une phase où on se réendormait jusqu'au lever du soleil, environ vers 6 heures du matin. Cette phase d'éveil, au milieu de la nuit, était aussi l'occasion de s'occuper des bêtes. Les Romains, eux, en profitaient pour faire la fête. Pour le coup, ça c'est vraiment un point intéressant parce que ce que l'on considère aujourd'hui comme un trouble du sommeil, c'est-à-dire s'endormir, se réveiller plusieurs heures puis se rendormir, n'était à l'époque que quelque chose d'absolument naturel. Personne ne se serait dit « Tiens, je me suis réveillé au milieu de la nuit, j'ai mal dormi ». Donc, au fond, aujourd'hui, on essaye de soumettre notre corps à un sommeil monophasique parce que l'on nous a appris qu'il était récupérateur et que c'était celui-là avec lequel il fallait vivre. Pour autant, notre biologie, notre génétique n'est pas encore adaptée à ce type de sommeil-là. Nous avons eu des sommeils biphasiques pendant des milliers d'années. Nous ne nous servons d'un sommeil monophasique que depuis quelques centaines d'années, à peine, l'ère industrielle et l'arrivée de l'électricité. J'ai le retour de beaucoup d'entre vous qui me disent, voilà, moi je m'endors assez tôt, je m'endors vers 21h, puis je me réveille vers minuit 1h avec l'impossibilité de m'endormir, et puis je vais me rendormir à la fin de la nuit vers 4h du matin pour me lever à 7h. Cela m'est décrit comme un trouble, mais finalement, si on réfléchit avec l'historique de la race humaine, ça n'est peut-être pas autant problématique que cela. Pour savoir si on manque de sommeil, évidemment, le facteur principal à étudier, c'est la fatigue. Est-ce que le matin, vous vous réveillez fatigué? Bien sûr, il peut y avoir d'autres causes là-dedans. Hein. C'est pas forcément qu'un manque de sommeil. Il peut y avoir des troubles thyroïdiens, des troubles surrénaliens. Mais par ailleurs, s'il y a une fatigue importante le matin ou durant la journée, c'est que très probablement, vous avez une dette de sommeil. Et dans ce cas, que vos nuits ne sont soit pas assez longues, soit pas assez réparatrices. Pour ceux d'entre vous qui ont ce type de sommeil en 2 parties, peut-être que c'est l'occasion de changer de point de vue et finalement d'arrêter de se dire qu'il y a là derrière un trouble du sommeil et que c'est tout simplement et tout naturellement, j'allais dire, le sommeil qui vous correspond et le sommeil qui est inscrit dans vos gènes. Dans le sommeil biphasique, donc 2 phases, on trouve aussi une nuit pleine, un peu plus courte, accompagnée d'une sieste durant la journée. Les siestes peuvent vraiment être un atout si elles sont courtes et efficaces, j'allais dire. Donc, être efficace, ça veut dire qu'il faut s'endormir vite, parce que souvent, on a des trucs à faire la journée, et il faut pas que la sieste excède 30 minutes. Vraiment, c'est le max du max. Entre un quart d'heure et 30 minutes, c'est idéal.
Lorsque l'on souffre de troubles du sommeil nocturne et notamment de difficultés d'endormissement, je vous déconseille vivement de faire des siestes, même si elles sont de courte durée. Parce qu'en fait, ça va perturber vos rythmes biologiques, vos rythmes circadiens et retarder encore un peu plus l'endormissement. Dans le cas où la fatigue commence à vous terrasser durant la journée, il faut vraiment que vous teniez le maximum possible, quitte le soir à vous coucher vraiment plus tôt. Si vous aviez l'habitude de vous coucher à 22h, peut-être vous coucher à 20h30. Mais c'est beaucoup plus logique de le faire dans ce sens-là plutôt que de faire une sieste d'1 heure qui ne vous fait pas récupérer autant que vous auriez aimé et d'avoir un sommeil de mauvaise qualité la nuit. Enfin, il existe une troisième forme de sommeil, c'est le sommeil polyphasique, donc celui qui contient plusieurs phases. Généralement, ça c'est un sommeil qui est plutôt subi. C'est un sommeil que l'on va pratiquer quand on est pompier, par exemple, urgentiste, qu'il faut dormir un petit peu puis se réveiller en urgence. C'est aussi le sommeil que vont utiliser les navigateurs au long cours, ceux qui font la route du Rhum, ou alors plus couramment les mamans ou les papas qui viennent d'avoir un bébé. Rentrons un peu plus en détail dans le sommeil. Ici, vous pouvez apercevoir le fameux train du sommeil, c'est mignon. Avec en chef de file l'endormissement, donc ici la locomotive, c'est là où nous commençons à bâiller, où nos idées se brouillent. Entre parenthèses, à ce moment-là, il faut aller se coucher. Si vous laissez passer cet instant, et c'est assez fugace parce que ça dure une quinzaine de minutes. Si vous attendez trop longtemps pour vous lever, aller vous laver les dents, faire pipi avant d'aller vous coucher, vous allez laisser passer le train du sommeil. Et après, cela peut durer entre 1h30 et 2 heures pour qu'un train repasse. Donc soyez attentifs à vos sensations et dès que vous commencez à bâiller et à avoir l'œil qui se ferme légèrement, allez tout de suite vous coucher. Après cette phase d'endormissement, donc on va trouver le sommeil lent léger. Là, on entend encore les bruits de notre environnement, mais on ne peut plus vraiment agir. C'est quand même une phase de sommeil où s'il y a un bruit fort ou une grosse lumière, on va se réveiller facilement. Ensuite, il y a le sommeil lent profond. Ça, c'est un sommeil très réparateur. Là, on n'entend plus rien quoi qu'il arrive et on est vraiment dans une phase de récupération physique et mentale. Ensuite vient le sommeil paradoxal. Ça, c'est le sommeil des rêves. Là où finalement, nos mouvements oculaires sont très rapides. Vous avez peut-être déjà observé ça sur d'autres personnes. Les yeux bougent sous les paupières. C'est le moment où l'on range nos souvenirs et où on traite aussi tout ce qui est psychique. À la fin de ce cycle, qui dure entre 90 minutes et 100 minutes selon les individus, il y a un moment de latence qui est un réveil, qui peut être un micro-réveil, donc on ne s'aperçoit même pas que l'on s'est réveillé et on se réembarque pour un nouveau cycle de sommeil de 90 ou 100 minutes. Ou alors, quand on a des troubles du sommeil, ça peut être un véritable réveil. Et là, l'esprit se met sur on et donc on a beaucoup de difficultés à retrouver le sommeil. Au cours de la nuit, le train n'est pas tout à fait articulé de la même manière. Au début de la nuit, vous allez avoir beaucoup de sommeil lent, profond, alors qu'en fin de nuit, vous allez avoir beaucoup plus de sommeil lent, léger ou de sommeil paradoxal. C'est pour ça que couramment, on dit que les premières heures de sommeil de la nuit sont les plus importantes et les plus réparatrices. Pour le coup, c'est tout à fait vrai. Si effectivement on manque de sommeil et on accumule une dette de sommeil importante, cela va avoir des conséquences sur notre santé. La dette de sommeil va par exemple nous faire prendre du poids parce que lorsqu'on manque de sommeil, on stimule une hormone qui nous donne faim, c'est la gréline. Ça peut aussi, et évidemment c'est corrélé, augmenter le risque de diabète. Ça abîme la peau puisque pour le coup le sommeil c'est vraiment un moment où on se renouvelle même au niveau cellulaire. Augmente les risques de mort prématurée, ça c'est lié à notre santé cardiovasculaire, provoque des dépressions, affaiblit le système immunitaire, nuit au cœur, eh oui c'est cardiovasculaire, et affecte la mémoire et le cerveau. Ça c'est quelque chose qu'on peut tout à fait noter lorsqu'on manque vraiment de sommeil, on a beaucoup de mal à enregistrer les informations de la journée, à se souvenir de ce qu'on nous a dit, ou à être performant au niveau intellectuel et cognitif. On arrive à la partie pratique. 3 domaines peuvent influencer le sommeil. La partie nutritionnelle, la partie psychologique ou la partie environnementale. On va les balayer catégorie par catégorie avec les causes et solutions. D'abord sur l'aspect nutritionnel. Qu'est-ce qui va influencer votre sommeil? L'excès de sucre,
que ce soit par le biais de l'alimentation ou des boissons. Ajoutez à la consommation d'aliments raffinés comme le pain blanc, le riz blanc ou les pâtes blanches qui ont donc un index glycémique élevé. Ça va provoquer une hausse et une baisse rapide de la glycémie, ce que l'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Ça, votre corps, il en fait tout de suite quelque chose, il va libérer du cortisol et de l'adrénaline. Ce sont les deux hormones du stress. Elles sont produites par vos glandes surrénales et ce sont pour le coup vraiment des hormones de matinée. Notre pic de cortisol, il est tôt dans la matinée. Donc on comprend bien que s'il arrive au coucher, juste après le dîner, ça va poser un problème pour l'endormissement. L'excès de protéines animales le soir aussi va impacter l'endormissement parce que les protéines augmentent la thermogénèse, c'est-à-dire la température corporelle. On sait que pour bien dormir, il faut que notre température corporelle baisse légèrement, de 1,5 à 1 degré. Enfin, un dîner trop gras va lui aussi stimuler une hormone que l'on appelle l'orexine et qui participe à l'éveil. Dans les facteurs nutritionnels, vous avez aussi les excitants, notamment la caféine ou la théine, dont il faudrait arrêter la consommation à partir du début d'après-midi si vous êtes sensible et si vous avez des troubles du sommeil. Boire un café à 17, 18 heures ou après le dîner, ça peut impacter même votre qualité de sommeil nocturne. L'alcool aussi est une fausse bonne idée. C'est que l'alcool peut aider à s'endormir, mais ensuite la qualité de sommeil va être vraiment dégradée en fait avec des micro-réveils qui sont beaucoup plus fréquents, une hausse de la température corporelle, de la déshydratation et un moins bon renouvellement cellulaire. Certains manques de micronutriments aussi peuvent altérer cette qualité, mais on va y revenir. C'est notamment le cas des vitamines du groupe B ou du magnésium. Alors, ok, mais du coup, on met quoi dans notre assiette? L'assiette idéale, elle est composée à 50% de végétaux. Les fibres, finalement, elles vont faire baisser la glycémie globale du repas et elles vous amènent aussi les fameux micronutriments, donc les vitamines du groupe B, que l'on trouve massivement dans les légumes verts, notamment, et le magnésium que l'on va retrouver dans les oléagineux ou le chocolat. Avec modération si possible. Votre dîner doit aussi comporter des glucides. Ça, je l'entends souvent dans les personnes qui font attention à leur poids, c'est qu'elles ont souvent retiré les féculents de leur repas du soir. Ça peut ne pas être un problème si l'on n'a pas de trouble du sommeil. Ça en devient un lorsqu'on souffre d'insomnie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces glucides, et notamment les glucides complets ou semi-complets, participent à la synthèse de la sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur, celui du zen, la zénitude, qui va ensuite amener celui du sommeil, qui est la mélatonine. Donc si vous n'avez pas du tout synthétisé de sérotonine, et normalement elle se synthétise à partir de 13-14 heures, vous n'aurez pas la possibilité de synthétiser ensuite la mélatonine. Donc si vous souffrez d'insomnie, et c'est probablement pour ça que vous regardez cette vidéo, il faut que vous mangiez des féculents le soir. Rien ne sert d'en manger beaucoup. 3 cuillères à soupe de féculents cuits, complets, semi-complets, c'est largement suffisant si vous êtes une femme, et 4 ou 5 si vous êtes un homme, en fonction de votre corpulence et surtout de vos dépenses énergétiques de la journée. Enfin, on disait à l'instant que les protéines provoquent la thermogénèse. Le repas du soir, c'est le repas où vous pouvez vous passer de manger des protéines éventuellement. Ça ne peut être le cas que si vous avez eu un petit déjeuner très riche en protéines et un déjeuner également. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez donc pas assez de protéines au niveau cellulaire et métabolique, il faut que vous en mangiez le soir. Mais pour éviter cet aspect vraiment hausse de la température corporelle, on va être raisonnable sur la portion qu'on met dans notre assiette. Pour les femmes, je vous conseille de mettre aux alentours de 100 grammes de viande ou de poisson. Viande plutôt blanche, finalement, elle est quand même un tout petit peu plus facile à digérer que la viande rouge. La viande rouge, c'est vraiment l'aliment à éviter le soir. Ces protéines, si elles sont mangées raisonnablement avec de bons choix, les œufs aussi, c'est un très bon choix. Elles stimulent quand même la production de tryptophane. Le tryptophane qui, lui, est un précurseur de la sérotonine. Vous vous souvenez, donc on a tryptophane, sérotonine, mélatonine. Au-delà de cet aspect nutritionnel, la plupart du temps, dans les insomnies et troubles du sommeil, ce qui va le plus ressortir, ce sont des causes psychologiques. Parmi elles, et en tête de liste, bien sûr, le stress et l'anxiété. Il y a deux choses à distinguer. Une phase qui peut être aiguë, c'est-à-dire temporaire, parce qu'il y a un accident de la vie,
une séparation, la perte d'un emploi ou un deuil, ce qui va effectivement provoquer des insomnies, mais ça n'est que temporaire et en aucun cas, ça n'est pathologique. Mais ces insomnies qui sont aiguës peuvent aussi devenir chroniques. Et comment est-ce que cela arrive? Il y a des facteurs prédisposants. Si on est nous-mêmes une personne hyper vigilante, hyper émotive, hyper sensible, avec un haut niveau d'exigence envers nous-mêmes, cela va accroître le phénomène. Plus trivialement, on parle de rumination et c'est vraiment ce qui va se passer, soit lorsqu'on se met dans son lit, soit lorsqu'on se réveille la nuit finalement, lorsqu'on est un sujet hyper, on va se mettre à ruminer, à penser à notre journée du lendemain ou à notre journée de la veille ou à des événements passés. À ce moment-là, notre cerveau s'allume et c'est très difficile de le faire se déconnecter à nouveau. Un cerveau qui s'allume, ça implique une production de cortisol, une production des hormones de l'éveil. Pour que l'insomnie devienne chronique, il y a aussi ce que l'on appelle des facteurs d'entretien. Et ça, c'est très intéressant. Les facteurs d'entretien les plus présents, c'est l'angoisse de manquer de sommeil. Et alors ça, c'est capital. Ça fait vraiment partie de l'image de performance que notre société impose. Pourquoi c'est angoissant finalement de manquer de sommeil? Parce qu'on va manquer de performance. On ne va pas assez être performant le lendemain au niveau professionnel, au niveau sportif ou même dans notre famille. Et c'est ce qui nous angoisse profondément. Donc au plus le temps passe, au plus on voit les heures défiler sur le cadran, au plus l'anxiété de manquer de sommeil et donc d'être fatigué et non performant nous envahit, ce qui nous empêche de dormir. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Essayer de contrôler son sommeil, c'est peine perdue. Vous n'y arriverez jamais. Vous l'avez d'ailleurs certainement remarqué, au plus on se dit « il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme », au moins on dort. C'est généralement ces nuits-là où l'on s'endort à 6h30 du matin alors que le réveil sonne à 6h30. Je sais que ça n'est pas simple, mais finalement ce qu'on peut retenir de ça, c'est qu'il faudrait arrêter de lutter, lâcher prise. Concept très à la mode, mais néanmoins très intéressant. Au fond, idéalement, quand on a une insomnie et que ça fait déjà aux alentours d'une trentaine de minutes qu'on ne dort pas, il faut se lever et faire autre chose. Essayer de ne pas faire une activité qui soit excitante, c'est-à-dire prendre un écran de téléphone et scroller ses réseaux sociaux, ça c'est une très mauvaise idée. Ça va mettre votre cerveau sur on et là, le temps d'endormissement va être incroyablement long. Et aller sur une activité qui est plutôt sédative, par exemple sur une méditation guidée, une musique qui vous apaise ou un petit moment de lecture avec une lumière douce, ça peut vraiment favoriser le fait de se rendormir. Au fond, c'est notre perception sur l'importance du sommeil qui va finir par provoquer des troubles du sommeil. Au fond, si on arrive à se dire que essayer de contrôler son sommeil, ça ne fonctionne pas et qu'on ne dormira pas mieux et que quitte à ne pas dormir assez, autant faire quelque chose d'intéressant. Faudrait arriver à se dire qu'avoir mal dormi, ce n'est pas si grave. Et c'est probablement ce que se disaient nos ancêtres. Quand on était des chasseurs-cueilleurs, les nuits ne devaient pas toutes être égales, pas un long fleuve tranquille entre les insectes, les bêtes. Mais c'est pas quelque chose qui avait une influence négative. Ils étaient certainement un peu plus fatigués la journée suivante. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'appelaient certainement pas ça trouble du sommeil. Ce qui a créé les troubles du sommeil, c'est la pression de notre société et la pression que l'on se met à nous-mêmes pour être performant. Et le fait de vouloir contrôler à tout prix quelque chose qui est naturel est très différent selon les individus, par exemple le sommeil biphasique. Les solutions pour cette partie-là, bien, ce sont les solutions classiques pour essayer de lutter contre l'anxiété, le stress, la charge mentale. Donc, la méditation guidée qui peut aussi être très aidante pour s'endormir. Vous avez plein de contenus gratuits sur YouTube ou ailleurs. Ça permet de débrancher son esprit puisque finalement, on est guidé par la voix de quelqu'un, on ne pense plus. Le yoga, la sophrologie, mais aussi la pratique d'une activité sportive au cours de la journée par contre. Plutôt dans la matinée ou dans l'après-midi, mais pas en soirée. Puisque ça aussi, ça augmente la température corporelle. Pour finir, il y a les causes environnementales. Ce sont certainement les plus connues. Parmi elles, vous allez retrouver la literie, la qualité de votre literie. On passe énormément de temps à dormir dans notre vie, environ un tiers du temps. C'est ce qu'on dit communément, une trentaine d'années dans notre lit.
Du coup, investir un peu dans notre literie, ça paraît pas si fou que ça. Donc pour commencer, si vous avez un matelas qui est trop vieux, qui est inadapté à votre morphologie, pensez à le changer. Ensuite, l'excès de lumière dans la chambre. Excès de lumière qui peut être provoqué par un réveil, un téléphone en charge. Alors ça, le mobile en charge dans la chambre, c'est vraiment l'ennemi du sommeil. Déjà, il émet de la lumière, des petites notifications que l'on voit finalement s'allumer, s'éteindre. Il émet des ondes et il favorise le fait que notre cerveau est tout le temps allumé. Si l'on entend ou si l'on voit une notification, ça va faire un réveil instantané du cerveau. Donc évitez vraiment à tout prix d'avoir votre téléphone la nuit avec vous dans votre chambre. Je sais que certains d'entre vous s'en servent de réveil. Dans ce cas, vous pouvez mettre votre téléphone en mode avion parce que la fonction réveil marche quand même, mais vous n'aurez pas de notification. Pour ceux qui ont peur de rater un appel la nuit qui pourrait être un appel d'urgence, la plupart des téléphones modernes ont cette fonction. C'est-à-dire que vous pouvez soit sélectionner le numéro, soit faire en sorte que si le numéro vous a appelé plusieurs fois, une sonnerie se déclenche. Ensuite, évidemment, les environnements bruyants, une machine à laver qui fonctionne la nuit, ce que l'on va des fois choisir de faire pour économiser finalement, puisque les heures creuses de nuit sont moins chères. Au final, ça nous coûte plus cher en sommeil, donc faut voir. Une température de la chambre trop élevée, ça on se l'est dit tout à l'heure, mais donc notre corps doit être plutôt frais pour pouvoir s'endormir. La température idéale, c'est entre 18 et 20 degrés. C'est pas toujours simple à faire en été, à moins qu'on soit équipé de la clim. Et bien sûr, l'excès d'écran avant d'aller se coucher, smartphone, ordi, télévision. Sachant que pour cette dernière, pour la télévision, elle émet quand même beaucoup moins de lumière bleue que les autres écrans. On aurait pu mettre aussi là-dedans les tablettes. Elle est donc un peu moins nocive et on est généralement un peu plus loin de l'écran. Le souci du smartphone, c'est que vraiment, ça éveille complètement notre intellect puisque on est sur les réseaux sociaux, on répond à des mails. Et ça, avant d'aller se coucher, c'est vraiment pas une bonne idée. L'idéal, c'est de se couper de ces écrans, on va dire d'hyperaction, téléphone, tablette, ordinateur, 1 heure au moins avant d'aller se coucher. Bien sûr, je sais bien qu'il y a des environnements où on ne peut pas contrôler ni la lumière, ni le son. Si on habite en ville, si on a des voisins qui sont bruyants, ça échappe complètement à notre contrôle. Dans ce cas, vous pouvez vous servir de boules Kies, par exemple, ou alors de masques de nuit. Pour synthétiser tout ce que nous nous sommes dit, il faut changer nos habitudes. Dormir et se réveiller à heure fixe, effectivement pour le rythme circadien, c'est assez important. Production de cortisol, mais aussi les neurotransmetteurs, sérotonine, mélatonine. Utilisez votre lit pour dormir uniquement. C'est plus difficile si on habite dans un studio, mais des fois le lit se transforme en autre chose. C'est un endroit où l'on mange, où l'on travaille. Si vous pouvez éviter, ça ne sera que mieux. Sacralisez un petit peu l'endroit. Évitez la sieste la journée, ça on en a parlé. Mangez léger le soir et vous avez vu ce qu'il faut mettre dans votre assiette. Évitez les boissons riches en caféine à partir du début de l'après-midi. Relaxez-vous, ça c'est vraiment capital pour la lutte contre le stress et l'anxiété. Faites du sport régulièrement en journée. Éteignez les écrans et tout particulièrement les écrans à hypercognition. Tant que possible, dormez dans le silence et le noir complet et essayez de gérer la température de la chambre, qu'elle soit la plus fraîche possible. Dans cette synthèse, on peut aussi rajouter le fait d'essayer de lâcher prise sur le contrôle du sommeil, sur le nombre d'heures que vous devez dormir. De toute manière, ce pseudo-contrôle ne sert à rien parce que vous n'arriverez pas quand même à dormir. Donc on lâche prise, on accepte que notre sommeil, finalement, il peut être biphasique, comme nos ancêtres. Il peut être cette nuit-là de plus mauvaise qualité, mais ça ne signe pas forcément qu'il le sera tous les jours. En bref, on fait confiance à notre corps. Parmi les micronutriments indispensables au sommeil, vous avez les vitamines du groupe B, B6, B9, B12, B1, accompagnés de magnésium. Le magnésium, c'est vraiment un minéral qui fait très souvent défaut dans la population générale et tout particulièrement dans la population qui souffre d'insomnie. Donc n'hésitez pas à faire des cures de magnésium, vous pouvez faire des cures de 2 mois, c'est pas mal, une cure de 2 mois, vous faites une pause de 1 mois, une cure de 2 mois, en fonction de vos besoins et dirigez-vous vers des formes de magnésium qui sont biodisponibles, c'est-à-dire que votre corps peut utiliser facilement. Ça va être le cas des bisglycinates de magnésium, des citrates, des malates notamment. Il existe aussi en pharmacie des compléments à base de mélatonine, notre fameuse hormone du sommeil, notre neurotransmetteur du sommeil. Ils peuvent être très utiles si on a nous-mêmes une synthèse de mélatonine qui est faible.
Ils peuvent être utiles même temporairement. Ça existe sous forme de spray. Et dans ce cas-là, vous les laissez un petit peu sous la langue, une petite minute. Ça va vous aider à trouver le sommeil, généralement en 20 à 30 minutes. Cette mélatonine existe aussi sous forme de libération prolongée, la forme LP. Et dans ce cas, elle va se disperser dans l'organisme 3 à 5 heures après son ingestion. Enfin, il existe beaucoup de plantes à vertus sédatives. La valériane notamment, qui diminue l'agitation, la passiflore, qui apporte un sommeil réparateur, le houblon. Attention néanmoins si vous avez souffert de cancers hormonodépendants. Lui, il aide à l'endormissement. Le tilleul, qui diminue l'agitation lui aussi. La camomille, qui est très connue d'ailleurs même chez les enfants, qui est calmante. Et l'aubépine, qui est une antispasmodique et sédative. Si malgré tout ce que vous avez mis en œuvre en termes de mode de vie, de nutrition, d'environnement, les troubles du sommeil perdurent, je vous conseille vivement de vous faire accompagner par un professionnel de santé. Dans ce cas, commencez par consulter peut-être votre médecin généraliste, puisque ces troubles du sommeil peuvent aussi être dus à d'autres choses, notamment, et on l'évoquait au début, à la thyroïde, aux glandes surrénales ou à d'autres pathologies. On arrive à la fin de ce contenu. Je serais ravie de savoir en commentaire si vous avez trouvé des solutions pour améliorer la qualité de votre sommeil. Comment vous avez fait? Sachez aussi que je réponds toujours à vos questions avec plaisir. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite.